Chapitre 8 du double de Dostoïevski. Comme d'habitude, le lendemain, M. Goliatkine se réveilla à 8 heures. Il se réveilla donc, se souvint sur le champ de toutes les aventures de la veille. Il s'en souvint et fit la moue. Eh, mais quel imbécile j'ai fait hier, se dit-il, se dressant dans son lit et regardant le lit de son hôte. Mais quelle ne fut pas sa surprise quand il vit que non seulement cet hôte, mais le lit dans lequel l'hôte avait dormi avait disparu de la chambre. Qu'est-ce que c'est que ça faillit presque crier M. Goliatkine. Qu'est-ce donc qui est arrivé? C'est quoi maintenant, cette nouvelle circonstance? Tandis que M. Goliatkine, stupéfait, bouche bée, regardait la place vide, la porte grinça et Petrouchka entra avec le thé. Où il est? Où il est? Murmura d'une voix à peine audible notre héros, indiquant du doigt l'endroit qu'il avait été réservé à l'hôte. Petrouchka commença par ne rien répondre. Il ne regarda même pas en direction de son maître. Il tourna les yeux vers la droite, de telle sorte que M. Goliatkine fut obligé de regarder vers le coin droit. Du reste, après un certain silence, Petrouchka, d'une voix enrouée et grossière, répondit que son maître n'était pas là. Imbécile. Mais c'est moi ton maître, Petrouchka, murmura M. Goliatkine d'une voix octante, les yeux écarquillés sur son serviteur. Petrouchka ne répondit rien, mais il lança vers M. Goliatkine un regard tel que ce dernier en rougit jusqu'aux oreilles. On sentait dans ce regard On sentait dans ce regard une espèce de reproche humiliant qui ressemblait à de l'injure pure et simple. Monsieur Goliatkine en resta même les bras ballants, comme on dit. Finalement, Petrouchka répondit que l'autre était déjà parti depuis 1 heure et demie et n'avait pas voulu attendre. Bien sûr, la réponse était crédible et vraisemblable. On voyait que Petrouchka ne mentait pas, que son regard humiliant et que cette formule l'autre qu'il avait utilisée n'était que la suite de la détestable circonstance que nous savons. Mais tout de même, il comprenait encore que d'une façon trouble, qu'il y avait là quelque chose qui n'allait pas et que le destin lui préparait encore un autre petit cadeau, pas tout à fait plaisant. C'est bien, nous verrons, se disait-il en lui-même. Nous verrons en temps et en heure, nous débrouillerons tout ça. Ah mais Seigneur, mon Dieu, gémit-il en conclusion, d'une fois, cette fois toute différente. Et pourquoi donc est-ce que je l'ai invité? À quelle fin est-ce que j'ai fait tout ça? Parce que vraiment, c'est moi qui me passe leur corde au cou, leur corde de bandit. C'est moi-même qui la tresse, la corde. Ah ma tête, ah ma tête. Et pas moyen de t'empêcher de faire des bêtises, comme un gamin quelconque, un quelconque rond de cuir, une saleté quelconque de 100 grades, une lavette, une serpillière pourrie, potinière. Va, bonne femme. Jésus, Marie. Et ce poème, le Pandare, qu'il m'a écrit, il m'a fait des déclarations d'amour. Non mais comment, quoi? Comment le mettre à la porte le plus décemment possible, ce Pandare, s'il revient encore? Évidemment, il y en a plein de moyens de procéder. Voilà, n'est-ce pas vu, mon faible salaire? Voilà, n'est-ce pas? Pardon. Autant pour moi, voilà, évidemment, il y en a plein de moyens de procéder. Voilà, n'est-ce pas? Vu mon faible salaire.
ou lui faire peur, enfin, je ne sais pas, comme quoi, n'est-ce pas, étant donné ici et ça, je me vois obligé de m'expliquer. N'est-ce pas, le toit et le service, on le paye moitié-moitié, et ça se règle d'avance. Non, que le diable m'emporte, non, ça va me souiller, ce n'est pas tout à fait délicat. Ou alors peut-être faire ça comme ça, s'arranger, mettre ça dans la tête de Petrouchka, que Petrouchka, d'une façon ou d'une autre, il lui fasse une saleté, qu'il se montre négligent, je ne sais pas, ou grossier, et le mettre dehors comme ça, les virer tous comme ça ensemble. Non, que le diable me prenne. Non, c'est dangereux. Et puis encore, ça dépend de quel point de vue on regarde. Non, quand même, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Bon, et s'il ne revenait pas, ça ne sera pas bien. La gaffe que j'ai faite avec lui hier. Ah, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Ah là là, notre affaire, ce qu'elle est mal en point. Ah mais quelle tête je suis, malédiction dessus, tiens. Pas moyen jamais de te mettre quoi que ce soit dans le crâne, de te faire entrer un argument. Bon, et s'il revient et qu'il refuse? Et puis oui, pourvu ça, qu'il revienne. Je serais très content s'il pouvait venir. Je donnerais cher s'il pouvait venir. Voilà ce que se disait monsieur Goliathkin, avalant son thé et lançant à chaque instant des regards vers sa pendule. Il est 9 heures moins le quart maintenant. Il serait temps déjà qu'il revienne. Mais il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais bien savoir ce qui se cache vraiment de particulier comme ça. Le but, n'est-ce pas, la direction, ou toutes les sortes, n'est-ce pas, d'embrouillamini? Ce serait bien de savoir ce qu'ils recherchent vraiment, tous ces gens-là, et ce que sera leur premier pas. Monsieur Goliathkin, incapable d'attendre plus longtemps, abandonna sa pipe inachevée, s'habilla et se rendit au bureau, cherchant à voiler autant que possible le danger et s'assurer de tout par lui-même. Or le danger, il existait. Cela, il le savait parfaitement que le danger existait. Bon, et c'est qu'on va la débrouiller, disait monsieur Goliathkin, ôtant son manteau et ses caoutchoucs dans le vestibule. Toutes ces affaires-là, on va les disséquer. S'étant ainsi résolu à agir, notre héros se reprit en main, afficha un air officiel et bienséant, et il voulut juste passer dans la pièce suivante, quand soudain, juste à la porte, il tomba sur sa relation de la veille, son bon ami et camarade, monsieur Goliath Kincaday. Semblait-il, ne remarquez pas monsieur Goliath Kincaday, quoiqu'il se trouve presque nez à nez avec lui. Monsieur Goliath Kincaday était, semble-t-il, occupé. Il courait Dieu sait où, il haletait. Il avait un air tellement officiel, tellement professionnel, que semblait-il, chacun pouvait lire directement sur son visage, chargé de mission spéciale. Ah, c'est vous, Yakov Petrovitch. C'est vous, Yakov Petrovitch, dit notre héros, saisissant le bras de son hôte de la veille. Plus tard, pardonnez-moi, vous me raconterez plus tard, s'écria M. Golet Kincaday, se précipitant droit devant lui. Pourtant, permettez, je crois que vous vouliez Yakov Petrovitch, n'est-ce pas? Pardon, expliquez-vous vite. Là, l'hôte de la veille de M. Goliathkin. Pardon, expliquez-vous vite. Là, l'hôte de la veille de M. Goliathkin s'arrêta comme forcé, et malgré lui, et se plaça l'oreille juste contre le nez de M. Goliathkin. Je vous dirai, Yakov Petrovitch,
que je m'étonne d'un procédé auquel vraiment je ne pouvais pas m'attendre. Il y a une forme pour tout, monsieur. Présentez-vous au secrétaire de son Excellence et faites votre rapport comme il se doit, monsieur le chef de bureau. Vous avez une requête? Vous, je ne sais pas, Yakov Petrovitch. Vous me stupéfiez, tout simplement, Yakov Petrovitch. Visiblement, vous ne me reconnaissez pas, ou bien vous plaisantez, vu cette gaieté innée qui est la vôtre. Ah, c'est vous, dit monsieur Goliathkin cadet, comme si c'était seulement maintenant qu'il venait de reconnaître monsieur Goliathkin aîné. Alors c'est vous. Alors, vous avez bien dormi. Là, monsieur Goliathkin cadet, avec un léger sourire, un sourire officiel et formel, mais pas du tout comme il aurait dû. Entre parenthèses, parce que, n'est-ce pas, dans ce cas-là, il aurait dû exprimer sa reconnaissance envers monsieur Goliathkin aîné. Et donc, avec un sourire officiel et formel, ajouta que de son côté, il était très heureux que monsieur Goliathkin eût bien dormi. Ensuite, il se pencha un peu, piétina un petit peu, regarda à droite, à gauche, puis baissa les yeux à terre, lorgna vers la porte latérale, et chuchotant à la hâte qu'il avait une mission spéciale, fila dans la pièce voisine, ni vu ni connu. Ah bah ça alors, chuchota notre héros, pétrifié une seconde. Ah bah ça alors. Alors voilà, c'est ça la circonstance qu'il y a ici. Là, monsieur Goliathkin sentait qu'il était, il ne savait pourquoi, traversé de frissons dans le corps. Du reste, poursuivait-il en lui-même, traînant des pieds vers son bureau. Du reste, ça fait longtemps que j'en parle de cette circonstance. Je le pressentais depuis longtemps qu'il avait une mission spéciale. Hier, justement, je disais ça, que c'était sûr. Cet homme-là, il était sur mission spéciale de je ne sais qui. Vous avez fini, Yakov Petrovitch, votre papier d'hier demanda à monsieur Goliathkin Anton Antonitch Setochkin, lequel venait de s'asseoir à côté de lui. Vous l'avez ici? Je l'ai, chuchota Goliathkin, lançant sur son chef de bureau un regard quelque peu égaré. Ah bon? Si je le dis, c'est qu'Andrei Filipovitch l'a déjà demandé 2 fois. Si son Excellence allait le demander à son tour. Non, il est fini. Bon, c'est bien. Je crois, Anton Antonovitch, que j'ai toujours accompli mon devoir comme il faut, et que j'assure avec zèle les missions que me confient mes supérieurs. Oui, j'y travaille avec zèle. Soit, et que voulez-vous dire par là? Moi rien, Anton Antonovitch. Ce que je veux seulement expliquer, Anton Antonovitch, c'est que c'est-à-dire je voulais exprimer que parfois la malveillance et la jalousie n'ont d'égard pour personne quand elles cherchent leur détestable pain de tous les jours. Je voulais exprimer que parfois la malveillance et la jalousie n'ont d'égard pour personne quand elles cherchent leur détestable pain de tous les jours. Excusez-moi, je ne vous comprends pas très bien. C'est-à-dire à quelle personne faites-vous allusion en ce moment? C'est-à-dire, je voulais seulement dire, Anton Antonovitch, que j'emprunte un chemin qui va tout droit, et que je méprise les chemins de traverse, que je ne suis pas un intrigant, et que s'il m'est seulement autorisé de m'exprimer, c'est là une chose dont j'ai le droit d'être tout à fait fier. Oui, tout cela est bel et bon, et à ce que je puis en comprendre, je rends tout à fait justice à votre raisonnement. Mais permettez-moi à mon tour, Yakov Petrovitch, de vous faire remarquer que dans la bonne société, les attaques personnelles ne sont pas pleinement admissibles. Derrière le dos, par exemple, je puis le supporter.
Parce que derrière le dos, qui donc n'est pas soumis à la critique. Mais en face, c'est comme vous voulez, mon bon monsieur, moi par exemple, je ne permettrai pas qu'on me manque de respect. Moi, mon bon monsieur, mes cheveux ont blanchi au service de l'État, et au déclin de mes jours, je ne permettrai pas qu'on me manque de respect. Mais non, Antonovitch, voyez-vous, Antonovitch, je crois, Antonovitch, que vous ne m'avez pas tout à fait compris. Et moi, je vous jure, Antonovitch, de mon côté, je ne peux considérer que comme un honneur. Et moi aussi, je vous demande pardon, je suis de l'école ancienne, que je me mette à la vôtre, à la nouvelle. C'est trop tard. Ma façon de penser jusqu'à présent, elle m'a suffi au service de l'État. Comme vous n'êtes pas vous-même, mon bon monsieur, sans le savoir, j'ai une médaille pour 20 ans de service irréprochable. Je le sens, Antonovitch, en ce qui me concerne. Je le sens parfaitement de mon côté. Mais ce n'était pas de cela, c'était du masque que je parlais, Anton Antonovitch. Du masque, c'est-à-dire encore une fois, vous, je crains que là encore, vous me preniez dans l'autre sens la signification, c'est-à-dire la signification de mes paroles, comme vous le dites vous-même, Anton Antonovitch. Je développe juste le thème, c'est-à-dire je fais passer l'idée, Anton Antonovitch. Comme quoi, les gens qui portent un masque sont à présent loin d'être très rares. Et à présent, sous le masque, il est difficile de reconnaître les gens. Non, là, vous savez, ce n'est pas si difficile que ça. Parfois, n'est-ce pas, c'est assez facile. Parfois, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Non, vous savez, n'est-ce pas, Anton Antonovitch, ce que je dis, ce que je me dis en moi-même, c'est que moi, par exemple, je mets un masque seulement quand la nécessité s'impose, c'est-à-dire uniquement pour le carnaval ou bien les réunions joyeuses, en parlant au sens propre. Mais je ne me masque pas devant les gens au quotidien, parlant dans un autre sens plus caché. Voilà ce que je voulais dire, Antonovitch. Soit, mais pour l'instant, nous laisserons tout cela. Et puis, je n'ai pas le temps, dit Antonovitch, se levant de sa place et ramassant quelques papiers pour faire son rapport à son Excellence. Quant à votre affaire, je suppose qu'elle ne tardera pas à s'éclaircir. Et vous verrez vous-même qui vous devez accuser et à qui vous devez en vouloir. Et ensuite, je vous demanderai très humblement de me dispenser de toute explication ou conversation privée ultérieure, lesquelles nuisent au service. Mais non, Anton Antonovitch, comment ça, un monsieur Goliathkin qui avait légèrement pâli, tandis qu'Anton Antonovitch continuait de s'éloigner. Non, Anton Antonovitch, je ne pensais pas du tout à ça. Mais que se passe-t-il continua notre héros, cette fois pour lui-même, resté seul. Qu'est-ce donc que ces vents qui se mettent à souffler ici? Qu'est-ce que ce nouveau piège? Au moment même où notre héros, perdu et à demi-mort, se préparait à résoudre cette nouvelle question, on entendit du bruit dans la pièce voisine. Il se découvrit une sorte de mouvement dans le service. La porte s'ouvrit et Andrei Filipovitch, qui venait juste de s'éloigner pour affaire dans le bureau de son Excellence en toute hâte, apparut à la porte et appela M. Goliathkin. Sachant de quoi il s'agissait et se refusant à faire attendre Andrei Filipovitch, M. Goliathkin bondit de sa place et, comme de juste, déploya une agitation frénétique et immédiate,
choyant et bichonnant le cahier qu'on lui demandait une fois pour toutes, et s'apprêtant à se rendre lui-même derrière le cahier et Andreï Filipovitch dans le bureau de son excellence. Soudain, et presque de sous le bras d'Andreï Filipovitch, qui se tenait alors juste à la porte, on vit jaillir dans la pièce M. Goliathkin cadet, qui s'agitait, haletait, s'épuisait au service, empreint d'un air grave, officiel et résolu. Il se retrouva tout de suite devant M. Goliathkin aîné, lequel pouvait s'attendre à tout, sauf à une agression pareille, 3 petits points. Les papiers, Yakov Petrovitch, les papiers. Son Excellence demande s'ils sont prêts. Smis à pépier, à mi-voix, en toute hâte, l'ami de Monsieur Goliathkin aîné. Il y a André Filipovitch qui vous attend. Je n'ai pas besoin de vous pour le savoir, qu'il m'attend, répondit Monsieur Goliathkin aîné, lui aussi très vite et à mi-voix. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, ce n'est pas du tout ça, Yakov Petrovitch. Je comptais, Yakov Petrovitch, je compatis, pardon. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, ce n'est pas du tout ça, Yakov Petrovitch. Je compatis, Yakov Petrovitch. Je suis mu par une pleine compassion. Que je vous demande humblement de m'épargner. Permettez, mais permettez donc. Vous les envelopperez, bien sûr, n'est-ce pas, dans une petite enveloppe, Yakov Petrovitch. Et à la page 3, vous mettrez un marque-page. Permettez, Yakov Petrovitch. Mais vous, permettez enfin. Mais il y a une petite tachounette d'encre, Yakov Petrovitch. Vous n'avez pas remarqué la petite tachounette d'encre? Là, Andrei Filipovitch appela M. Goliathkin pour la deuxième fois. Tout de suite, Andrei Filipovitch. J'arrive juste tout de suite. Je suis là. Monsieur, mais est-ce en chinois que je vous parle? Le mieux, ce serait de la gratter au couteau, Yakov Petrovitch. Faites-moi plutôt confiance. N'essayez pas vous-même, Yakov Petrovitch. Confiez-vous à moi. Moi là, tout de suite, au couteau. Andrei Filipovitch appela M. Goliathkin pour la troisième fois. Mais voyons, où elle est, votre tachounette? Il n'y en a pas du tout, je crois, de tachounette. Une petite tachounette énorme. La voilà. Voilà. Permettez, je viens de la voir. Voilà, permettez. Non, mais permettez-moi seulement, Yakov Petrovitch, au moins un petit peu ici au couteau, par compassion, Yakov Petrovitch, au couteau, du fond du cœur. Voilà, et on n'en parle plus. Là, d'une manière tout à fait inattendue, M. Goliathkin cadet, soudain, sans prévenir, dominant M. Goliathkin aîné dans la lutte instantanée qui éclata entre eux, et en tout cas absolument contre son gré, s'empara du papier que demandaient les supérieurs, et au lieu de le gratter au petit couteau du fond du cœur, comme il assurait traîtreusement en avoir l'intention à M. Goliathkin aîné, il le roula très vite, se le fourra sous l'aisselle, et en 2 enjambées se retrouva auprès d'Andreï Filipovitch, qui n'avait remarqué aucun de ses coups fourrés. Puis il fila avec lui jusqu'au bureau du directeur. Monsieur Goliathkin aîné resta comme fixé sur place, le petit couteau dans la main, et comme s'il s'apprêtait à gratter quelque chose avec. Notre héros ne comprenait pas encore tout à fait la nouvelle circonstance dans laquelle il se retrouvait. Il n'était pas encore revenu à lui. Il avait senti un coup, mais il pensait que c'était encore bon, comme ça. Plein d'une angoisse terrible, indescriptible, il finit par bondir de sa place et s'élança tout droit vers le bureau du directeur, suppliant du reste le ciel en chemin que tout se passe là-bas, enfin, le mieux que ce soit. Comme ça, rien. Dans la dernière pièce, avant le bureau directorial, il se trouva nez à nez avec Andrei Filipovitch et son homonyme.
Les deux rentraient déjà. Monsieur Goliathkin s'écarta. Andreï Philippovitch parlait d'un ton joyeux, en souriant. L'homonyme de Monsieur Goliathkin aîné souriait lui aussi. Il se démenait, trottinait à une distance respectueuse d'Andrei Philippovitch et d'un air exalté, il lui chuchotait quelque chose à l'oreille, à quoi Andrei Philippovitch hochait la tête d'un air des plus bienveillants. En une seconde, notre héros avait compris toute la situation. Le fait est que son travail, le fait est que son travail, entre parenthèses, comme il devait l'apprendre plus tard, fermer la parenthèse, avait presque dépassé les espérances de son excellence et était tombé vraiment à point au bon moment. Son excellence avait été extrêmement satisfaite. On disait même que son excellence avait dit merci à monsieur Goliathkin cadet. Elle avait dit qu'elle se souvenait et qu'elle n'oublierait pas. On pense bien que le premier geste de monsieur Goliathkin fut de protester de toutes ses forces jusqu'à la dernière limite, à peu près totalement hors de lui, pâle comme la mort. Il se lança vers Andrei Philippovitch. Mais Andrei Philippovitch, entendant que l'affaire de monsieur Goliathkin était une affaire privée, refusa d'écouter, faisant remarquer d'un air tranchant qu'il n'avait pas une minute de libre, même pour ses propres besoins. La sécheresse du ton et la violence du refus foudroyèrent monsieur Goliathkin. Bon, je vais plutôt passer d'un autre côté, plutôt Anton Otonovitch. Pour le malheur de monsieur Goliathkin, Anton Otonovitch, lui aussi, se trouva absent. Lui aussi, il était occupé à quelque chose. Mais ce n'est pas pour rien qu'il m'a demandé de le dispenser des explications et des raisonnements, se dit notre héros. Voilà ce qu'il voulait dire, le vieux nœud coulant. Dans ce cas-là, j'oserais tout simplement supplier son excellence. Encore blême, sentant toujours toute sa tête en pleine déconfiture, doutant très fort de savoir ce qu'il fallait faire précisément, monsieur Goliathkin s'assied un peu sur une chaise. Ce serait beaucoup mieux si tout ça, c'était juste comme ça, se disait-il sans cesse. De faire une affaire sombre comme celle-là, c'est même complètement invraisemblable. Cela, d'abord, c'est n'importe quoi. Et deuxièmement, ça ne peut pas arriver. Ça devrait être sans doute une espèce d'impression, ou bien c'est autre chose, et pas ce que c'est réellement. Ou bien sans doute c'est moi qui y suis allé, et moi-même, je ne sais pas, je me suis pris pour un autre. Bref, c'est une affaire complètement impossible. À peine M. Goliathkin avait-il décidé que c'était une affaire complètement impossible, que M. Goliathkin cadet soudain dans le bureau, entra soudain dans le bureau, des papiers dans les deux mains et sous le bras. Il dit quelques mots nécessaires à Andrei Philippovitch, échangea quelques phrases avec tel ou tel, fit quelques compliments à tel autre, glissa quelques petits mots plaisants à un troisième. Monsieur Goliathkin cadet, qui n'avait visiblement pas de temps à perdre en vain, s'apprêtait déjà, semble-t-il, à sortir de la pièce, mais par bonheur pour monsieur Goliathkin aîné, il s'était arrêté juste à la porte et s'était mis à parler à deux, trois jeunes fonctionnaires qui s'étaient trouvés là. Monsieur Goliathkin aîné se jeta droit vers lui. À peine monsieur Goliathkin cadet eut-il perçu la manœuvre de monsieur Goliathkin aîné, qu'il commença tout de suite, plein d'une grande inquiétude, à regarder autour de lui, cherchant un endroit où filer.
Mais notre héros s'accrochait déjà à la manche de son invité de la veille. Les fonctionnaires qui entouraient les deux conseillers titulaires s'écartèrent et attendirent la suite. L'ancien conseiller titulaire comprenait très bien qu'au moment présent, l'opinion favorable n'était pas de son côté. Il comprenait très bien qu'on complotait sous ses pieds. Il était d'autant plus nécessaire de se montrer ferme. La minute était décisive. Eh bien, prononça M. Goliathkin cadet avec un regard assez téméraire sur M. Goliathkin aîné. M. Goliathkin aîné n'arrivait presque plus à respirer. Je ne sais pas, monsieur, commença-t-il. De quelle façon expliquer en ce moment l'étrangeté de votre conduite à mon égard? Eh bien, la suite. Là, M. Goliathkin cadet lança un regard autour de lui et cligna de l'œil en direction des fonctionnaires qui l'entouraient, comme pour donner à savoir que c'était là précisément que la comédie devait commencer. L'audace et l'insolence des procédés dont vous usez, monsieur, à mon égard, vous accusent encore plus dans le cas présent que mes paroles. Ne comptez pas sur votre jeu, il est assez mauvais. Bon, Yakov Petrovitch, maintenant dites-moi une chose. Vous avez bien dormi, répondit Goliathkin cadet, regardant droit dans les yeux de monsieur Goliathkin aîné. Monsieur, vous vous oubliez, dit complètement perdu le conseiller titulaire qui sentait le plancher se dérober sous ses semelles. J'espère que vous allez changer de ton. Mon mignon, murmura M. Goliathkin cadet avec une grimace quelque peu indécente à l'intention de M. Goliathkin aîné, et brusquement, d'une façon tout à fait inattendue, comme pour lui faire une crasse, il saisit avec deux doigts sa joue assez replète. Notre héros s'empourpra comme une flamme. À peine l'ami de M. Goliathkin aîné eut-il remarqué que son adversaire, tremblant de tous ses membres, muet d'hébétude, rouge comme une écrevisse, finalement poussé jusqu'aux dernières limites, en était prêt à une attaque physique, il le devança sur le champ et de la façon la plus impudente. Il lui flatta encore la joue, il lui, il lui flûta encore la joue. Ouais, il lui flatta encore la joue, deux fois de suite. La chatouilla deux fois, joua avec lui, immobile et fou de fureur pendant encore quelques secondes de la même façon, à la grande joie de la jeunesse qui l'entourait. Ensuite de quoi, M. Goliathkin cadet, non sans une impudence révoltante, fit une pichenette définitive sur le ventre serré de M. Goliathkin aîné, et lui en murmura avec le sourire le plus fielleux, le plus méchamment allusif: Tu batifoles, mon vieux Yakov Petrovitch, tu batifoles. On va ruser, nous, avec toi, Yakov Petrovitch. On va ruser. Ensuite, et avant que notre héros ait eu, si peu que ce soit, le temps de reprendre ses esprits après cette dernière attaque, Monsieur Goliathkin cadet, soudain, non sans avoir lancé un petit sourire aux spectateurs qui l'entouraient, prit l'air le plus occupé, le plus affairé, le plus officiel du monde, baissa les yeux à terre, se recroquevilla, se tassa, et prononçant très vite mission spéciale, fit un petit saut d'appui sur sa petite jambe et s'échappa vers la pièce voisine. Notre héros n'en croyait pas ses yeux, il n'était toujours pas en mesure de se remettre. Trois petits points. Il se remit enfin, réalisant en une seconde qu'il était mort, anéanti dans un certain sens, qu'il s'était souillé, qu'il avait sali sa réputation,
qu'il s'était ridiculisé, couvert de crachats en présence d'étrangers, qu'il était traîtreusement foulé aux pieds par celui-là même que la veille encore il considérait comme son premier et plus fidèle ami, qu'il était dégommé, enfin et dans les grandes largeurs. Monsieur Goliathkin se lança à la poursuite de son ennemi. À la seconde présente, il ne voulait même plus penser aux témoins de son humiliation. Ils sont tous de mèche là-dedans, disait-il en lui-même. Ils se soutiennent. Ils se montent les uns les autres contre moi. Pourtant, après avoir parcouru 10 pas, notre héros vit clairement que toutes les poursuites restaient stériles et vaines, et c'est pourquoi il rentra. Je t'aurai, pensa-t-il. Ça va te retomber dessus. Le moment venu, il les regrettera, le loup, les larmes de l'agneau. Empli d'un sang-froid frénétique, plein de la plus énergique des résolutions, Monsieur Goliathkin revint soudain jusqu'à sa chaise et s'y assit. Je l'aurai, répéta-t-il. Maintenant, il ne s'agissait plus d'une quelconque défense passive. Cela sentait la bataille décisive, la charge, et quiconque aurait vu Monsieur Goliathkin à cet instant, la façon dont, rougissant et retenant très mal son agitation, il venait de plonger sa plume dans l'encrier et avec quelle rage il s'était mis à écrire, aurait pu déjà comprendre par avance que l'affaire se passerait pas comme ça et qu'elle ne pourrait pas s'achever simplement, comme ça, en histoire de bonne femme. Au fond de son âme, il avait pris une décision et au fond du cœur, il avait jugé de la réaliser. En fait, il ne le savait pas encore très bien ce qu'il devait faire, c'est-à-dire, pour mieux dire, il ne le savait pas du tout. Mais peu lui importait, ça ne faisait rien. Non, l'usurpation et l'impudence, mon bon monsieur, au siècle où nous vivons, elles ne mènent à rien. Non, l'usurpation et l'impudence, mon bon monsieur, au siècle où nous vivons, elles ne mènent à rien. L'usurpation et l'impudence, mon bon monsieur, elles ne mènent pas au bien, mais à la corde. Il n'y a que Grishka au Trépiev, allusion allusion au célèbre faux Dimitri qui en 1610 renversa Boris Godounov en prétendant qu'il était le fils d'Ivan le Terrible avant d'être renversé à son tour et massacré en 1612. Il n'y a que Grishka au Trépiev, mon brave monsieur, qui ait gagné avec l'usurpation en trompant le peuple aveugle, et encore, pas pour longtemps. Malgré cette dernière circonstance, M. Goliathkin décida d'attendre le moment où le masque tomberait d'un certain nombre de visages et telle ou telle chose se trouverait mise à nu. À cette fin, il fallait d'abord que les heures de bureau s'achèvent le plus vite possible. Et jusqu'à ce moment-là, notre héros décida de ne rien entreprendre. Ensuite, sitôt que les heures du bureau seraient passées, il prendrait une mesure. Là, il savait comment agir en prenant cette mesure, comment disposer le plan de ses actions pour détruire la corne de l'orgueil et écraser le serpent qui rongerait la poussière dans le mépris de l'impuissance. Permettre de se laisser piétiner comme une serpillière sur laquelle on essuie ses eaux de sale, Monsieur Solakin, Monsieur Goliathkin ne le pouvait pas. Il ne pouvait pas accepter cela, surtout dans le cas présent. Sans cette dernière honte, notre héros peut-être se serait résolu à faire contre fortune bon cœur. Peut-être il se serait décidé à se taire, se soumettre et à ne pas protester trop fort.
Bon, il aurait discuté un peu, il aurait répliqué un petit peu, il aurait démontré qu'il n'était que dans son bon droit. Ensuite, de quoi il aurait un petit peu cédé. Ensuite, de quoi il aurait peut-être cédé un petit peu plus. Puis il aurait été complètement d'accord. Puis, et surtout au moment où la partie adverse aurait admis solennellement qu'il était lui dans son bon droit, ensuite peut-être il se serait même réconcilié complètement. Il aurait même été un petit peu envahi d'émotions. Allez savoir. Peut-être une amitié nouvelle aurait-elle pu renaître, une amitié solide, chaleureuse, encore plus forte que l'amitié de la veille. Si bien que cette amitié aurait très bien pu enfin finir par éclipser le désagrément de cette ressemblance quelque peu indécente de visage, au point que les deux conseillers titulaires auraient été si heureux à l'extrême, et ils auraient vécu enfin 100 ans, etc. Disons-le, pour finir, Monsieur Goliathine commençait même un peu à se repentir de s'être révolté pour son honneur et son bon droit, et il en éprouva tout de suite du désagrément. Qu'il se soumette, pensait Monsieur Goliathine, qu'il dise qu'il plaisantait, je lui pardonnerai, je lui en pardonnerai même plus, pourvu qu'il l'avoue à voix haute. Mais me faire piétiner comme une serpillière, je ne permettrai pas. Je ne me suis pas laissé piétiner par bien d'autres. À plus forte raison, je ne laisserai pas un débauché essayer de le faire. Je ne suis pas une serpillière. Non, monsieur, je ne suis pas une serpillière. Bref, notre héros s'était résolu. C'est vous, monsieur, c'est vous qui êtes coupable. Il avait enfin décidé de protester. De protester de toutes ses forces, jusqu'à l'extrême. Jusqu'à l'extrême limite. Voilà comment il était. Il n'accepterait jamais de se laisser offenser, et d'autant plus de se laisser piétiner comme une serpillière, et enfin laisser un débauché essayer de le faire. Nous ne discutons pas du reste, nous ne discutons pas. Peut-être si quelqu'un l'avait voulu, si quelqu'un par exemple avait absolument voulu comme ça transformer Monsieur Goliathkin en serpillière, il l'aurait transformé. Il l'aurait transformé sans résistance et sans danger. Entre parenthèses, Monsieur Goliathkin le sentait parfois lui-même. Fermez la parenthèse. Et nous aurions obtenu une serpillière et non un Goliathkin. Comme ça, une serpillière sale, dégoûtante. N'empêche, la serpillière, ça n'aurait été une serpillière toute simple. Ça aurait été une serpillière avec de l'amour propre. La serpillière, ça aurait été une serpillière avec une âme, avec des sentiments, un amour propre. Si ça se trouve, inconscient, des sentiments, si ça se trouve, inaperçus, et enfouis très loin dans les plis sales de la serpillière, mais bon, des sentiments. Les heures s'étiraient incroyablement. 4 heures sonnèrent enfin. Peu après, tout le monde se leva, et à la suite du chef, on repartit vers chez soi à la maison. Monsieur Goliathkin se mêla à la foule. Son œil veillait et ne perdait pas de vue qui nous savons. Enfin, notre héros vit que son ami accourait vers les gardiens de l'administration qui distribuaient les manteaux et, selon son ignoble habitude, faisait le beau autour d'eux en attendant le sien. La minute était décisive. Monsieur Goliathkin parvint à se frayer un passage à travers la foule et, ne voulant pas être en retard, lui aussi il se mit à s'agiter à propos de son manteau. Mais le premier manteau fut celui du bon collègue et de l'ami de Monsieur Goliathkin, parce que là encore, il avait eu le temps à sa façon de se placer, de flatter,
de chuchoter et de faire des bassesses. Quand il eut jeté son manteau sur ses épaules, M. Goliathkin cadet lança un regard ironique vers M. Goliathkin aîné, agissant de cette façon ouverte et audacieuse pour l'attaquer. Puis, avec l'insolence qui lui était propre, il regarda autour de lui et se remit à trottiner définitivement, sans doute pour laisser une bonne impression auprès des fonctionnaires. Il dit un petit mot à l'un, glissa un mot à l'oreille d'un autre, en flatta respectueusement un troisième, adressa un sourire au quatrième, tendit sa main au cinquième et fila tout guiret dans l'escalier. Monsieur Goliathkin aîné courut à sa poursuite, et pour son bonheur indescriptible, il parvint à le rattraper à la dernière marche, le saisissant par le col de son manteau. On peut croire que M. Goliathkin canet en resta un petit peu hébété et lança autour de lui un regard perdu. Comment dois-je vous comprendre chuchota-t-il enfin d'une voix faible à M. Goliathkin. Monsieur, si seulement vous avez de la noblesse, j'espère que vous vous souviendrez des relations amicales que nous avions hier, murmura notre héros. Ah oui, bon, et alors, vous avez bien dormi? Pendant une minute, la fureur ôta la parole à M. Goliathkin. Moi, bon, j'ai bien dormi, mais permettez-moi de vous dire, monsieur, que votre jeu est on ne peut plus embrouillé. Qui dit ça? Ce sont mes ennemis qui disent ça, répondit violemment celui qui s'appelait M. Goliathkin, et en même temps, il se libéra par surprise des faibles mains du véritable M. Goliathkin. Quand il fut libéré, il se jeta dans l'escalier, regarda autour de lui, aperçut un cocher, courut vers lui, s'assit dans les drochkies et en une seconde disparut au regard de M. Goliathkin. Désespéré, abandonné de tous, le conseiller titulaire regarda autour de lui, mais il n'y avait aucun autre cocher. Il voulait essayer de courir, mais ses jambes fléchissaient. Le visage ravagé, la bouche ouverte, il se vit lui-même anéanti, écrasé. Il s'appuya sans force contre un réverbère et demeura ainsi pendant quelques minutes au milieu du trottoir. Tout semblait-il était perdu pour M. Goliathkin. 3 petits points.